Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver après l'effervescence parisienne. J'étais ce matin au Salon Pro Durable et j'ai couru pour prendre mon train en étant déjà très heureux à l'idée que j'allais vous rejoindre ici dans un lieu assez inspirant. Et pour ma part, je fais partie des personnes qui pensent qu'il n'y aura pas de solution par rapport au lien au vivant si on ne trouve pas le moyen de repoétiser, respiritualiser, sans parler de religion, notre lien au vivant. Et justement, on va traiter peut-être un petit peu de signaux faibles. Je m'appelle Tariq, je ne sais pas s'il y a eu l'occasion de me présenter ou si j'en dis quelques mots. J'ai eu la chance de naître entre deux cultures, nord-africaine par mon papa, normande par ma maman, couscous camembert. Il n'y a que moi et mes copains qui ont le droit de dire ça. Mais c'est un petit peu cette diversité culturelle qui m'a aussi, en naissant dans un milieu social quand même assez favorisé, permis de découvrir les océans, la Méditerranée d'abord, le désert, la montagne, et puis après des études au Canada en biologie marine et en approche intégrée des territoires. Donc je suis ingénieur écologue, j'ai pu découvrir les pôles aussi, pôle Nord, pôle Sud, par la suite avec l'Antarctique, et travailler pour Cousteau pendant 12 ans, pas à la grande époque, en tant que directeur sciences et environnement. C'est pas tellement pour vous raconter qui je suis, mais peut-être partager d'où je parle. J'ai rejoint l'Institut des futurs souhaitables, qui, déjà pour le nom, j'avais envie de les rejoindre, pour travailler cette idée de réinventer nos façons de nous inscrire dans la toile de la vie, de créer de la valeur sans forcément détruire d'autres valeurs, même le plus souvent inconsciemment quand même. Et l'Institut se veut une école de la réinvention où effectivement j'explore depuis aussi un peu plus de 10 ans la question du biomimétisme, de la bio-inspiration et plus généralement du lien au vivant. Et ce qui est intéressant, c'est quand même, on aime bien les signaux faibles qui montent en puissance, même si ça ne devient pas encore le mainstream, comme on dit en anglais. Vous avez peut-être remarqué que dans le langage des entreprises, les métaphores très mécanistiques qui continuent à perdurer sont doucement remplacées depuis quelques décennies par des métaphores biologiques. On passe de la boîte, des courroies de transmission de l'organisation, à l'écosystème, à l'ADN de l'organisation. Vous avez remarqué ou pas ? Et c'est intéressant quand même de remarquer ça, parce que ça dit quelque chose de, peut-être, quelque chose de profond en nous qui cherche à ressurgir. Et c'est intéressant aussi de voir que dans plusieurs manifestations, ouvrages, etc., cette question du vivant monte en puissance. Encore une fois, ça reste des signaux faibles, mais ça monte en puissance. Il y a des grands succès de librairies, comme La vie secrète des arbres, qui auraient cru que ça aurait un succès international, mais il y a aussi des événements. On parle de plus en plus de régénération, de l'entreprise qui régénère, avec des abus, comme toujours, quand il y a des nouveaux concepts. On saisit ces concepts sans forcément bien comprendre ce qu'il y a derrière, mais la posture est intéressante. La posture du prendre soin de la santé commune commence à émerger. Et il y a aussi une forme d'illusion de la séparation entre l'humain, comme tu l'as dit, je crois que c'est Lélio qui disait ça, et la nature, ou bien vous rajoutez un S, l'humain et la nature. On est aussi en train de travailler cette matière-là culturellement, de la voir en tout cas émerger et d'essayer de fortifier ce signal. Et si on parle du vivant, je sais que vous avez eu en session 2 ou 1 des introductions importantes sur les enjeux du vivant, peut-être vous rappeler tout simplement, là c'est l'arbre de la vie, et vous voyez ce tout petit point là-bas, c'est Lucas. Alors c'est non gendré, c'est pour l'acronyme anglais Last Universal Common Ancestor. C'est la première bactérie qui, il y a 3,8 milliards d'années, est apparue dans l'océan primordial, et toutes les espèces que vous croisez, pas simplement vos frères et sœurs humains, mais également l'herbe sur laquelle vous avez marché tout à l'heure sans même vous en rendre compte, le moustique, il n'y en a plus beaucoup à cette saison, qui vous a peut-être agacé cette nuit, eh bien, vous êtes cousins en évolution. C'est qu'une question de pas de temps, ça c'est la science qui le dit, mais beaucoup de peuples racines, autochtones, disent la même chose. Certes, on peut manger le non humain, mais avec respect, parce qu'on fait partie de cet arbre de la vie. Et s'il y a une autre planète qui héberge la vie, c'est un autre arbre du vivant, probablement, qui a émergé. Alors, toute cette diversité, bien sûr, elle est menacée. Vous le savez, il y a des projections, comme pour le climat. Business as usual, c'est pas vraiment une option, c'est la courbe, pardon, je reviens en arrière, je suis allé un peu vite, la courbe grise. Et là, évidemment, horizon 2080 à peu près, vers 2100, vers la fin de la courbe, on n'a pas trop envie de léguer ça à nos enfants et petits-enfants. La courbe jaune, c'est si on prend au sérieux, par exemple, ce qui s'est dit pendant la COP sur la biodiversité à Montréal, où il nous faut protéger absolument au moins 30% des écosystèmes aquatiques, des écosystèmes terrestres, pour donner une chance à une forme de régénération douce
de certains écosystèmes. C'est mieux, mais c'est quand même pas terrible. Si on vise la régénération, malgré les enjeux climatiques, eh bien, à ce moment-là, il y a deux choses que nous disent ces auteurs dans des revues scientifiques importantes. Il va y avoir un moment où, globalement, ça va continuer à se dégrader. Il y a des inerties fortes. Ça ne veut pas dire que, localement, il peut pas y avoir des choses très intéressantes qui émergent. Mais globalement, la biodiversité, il y a de grandes chances que ça continue à se dégrader. Mais il va y avoir un point de bascule, aux alentours de 2060, où là, la régénération va vraiment, vraiment exploser, parce que la nature, ou le vivant, a la possibilité de s'auto-réparer si on lui donne des circonstances qui permettent de déployer ce potentiel. Alors ce message, c'est peut-être que certains d'entre vous, moi peut-être, je ne serai plus là en 2100. Il y a une invitation à être des bons ancêtres, quelque part, où on pourra se dire, dans quelques générations, une ou deux générations, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et c'est encore possible, c'est vraiment sur ça que je voudrais vous laisser quand on observe une courbe comme celle-là. S'inspirer du vivant, maintenant. S'inspirer du vivant, c'est vieux comme l'humanité. Probablement, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sont inspirés des griffes, des crocs pour faire leurs armes, des techniques de chasse des loups ou des fauves, et ont utilisé des structures comme les os de mammouth pour imiter les squelettes et recouvrir tout ça de peau pour faire leurs premiers abris. Ils ont vécu dans les grottes, comme l'ours des cavernes également. Donc c'est vieux comme l'humanité. Mais l'idée de s'inspirer du vivant, peu de gens le savent, ça a conduit aussi plus récemment, même à l'époque industrielle, à des grandes innovations qui sont connues de tous. La tour Eiffel, peu de gens savent que Gustave Eiffel a travaillé en étudiant avec un ingénieur allemand la répartition de la matière sur l'os de fémur humain. Effectivement, surtout sur la hanche, vous imaginez que ça soutient tout le poids du corps, c'est extrêmement intéressant de voir comment, au lieu de mettre de la matière partout dans un moule, comme c'était un petit peu l'usage à l'époque, en répartissant la matière de manière précise sous forme un petit peu d'alvéole, et particulièrement là où les forces sont importantes, on obtient une structure solide mais allégée. Et les oiseaux sont des magnifiques exemples de ce paradoxe d'être en même temps solide et en même temps léger pour éviter de dépenser trop d'énergie quand on s'envole dans les airs. Et évidemment, Gaudi avec la Sagrada Familia, où c'est un mélange d'esthétisme du vivant et en même temps aussi d'éléments structurels pour construire ce bâtiment. Et puis, tout ça a conduit, par exemple, à des choses plus récentes, ce qu'on appelle le design paramétrique, où est-ce qu'on va étudier les forces et où mettre de la matière là où c'est nécessaire. Donc, sobriété en matière, sobriété en énergie. Évidemment, Gustave Eiffel ne parlait pas d'éco-conception, mais comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, eh bien, on économise la matière, on économise de l'énergie, et donc c'est bon pour le business aussi, et pour l'environnement. On peut s'inspirer de la forme des organismes. Un ingénieur français qui est décédé il y a peu de temps a créé une entreprise qui s'appelle Il-Énergie, en partant de l'observation que dans le vivant, les poissons n'ont pas d'hélice, ni les mammifères marins. Et qu'en général, leur façon de se déplacer dans l'eau, c'est des membranes ondulantes. Alors, en reprenant le concept physique, et cette fois-ci, non pas pour se déplacer, même s'il y a une autre start-up qui a développé des membranes ondulantes pour faire des moteurs électriques, là, l'idée, c'est de capter l'énergie des mers, capter l'énergie des rivières, avec des systèmes très efficaces et qui peuvent travailler ensemble sans se gêner les uns les autres et sans être des hachoirs à biodiversité marine. Il-Énergie, une société française. Il y a aussi la possibilité d'imiter les procédés du vivant. Là, ce n'est pas à quoi ça ressemble, mais comment ça fonctionne. Ce que vous voyez là, ce sont des diatomées au squelette de verre. À côté, c'est une éponge qui fait à peu près cette taille, qui vit dans les eaux subantarctiques à 2 degrés Celsius et qui fait un squelette hyper inspirant en termes de forme, mais surtout, ce qui va m'intéresser dans ces deux cas, ce n'est pas la forme, c'est le fait que c'est du verre. À votre avis, combien de degrés Celsius il faut pour faire du verre chez Homo sapiens sapiens? 1000 degrés, 1100, 1200, ça dépend du verre, jusqu'à 1500. Ces organismes font du verre dans de l'eau à température ambiante. 2 degrés, 3 degrés. Est-ce que nous, qui nous sommes proclamés sapiens sapiens, doublement intelligents, on est capable de faire comme une éponge ou comme des diatomées, ces algues qui ont des centaines de millions d'années? À votre avis, oui ou non? Qui pense qu'on est capable de faire du verre dans de l'eau? Pourquoi? Parce que je sais pas, mais j'ai envie. Vous avez envie d'y croire, et vous avez bien raison, ça a été fait. Le procédé Solgel, y compris en France, Collège de France, Jacques Livage, Clément Sanchez, on n'est pas capable encore de faire des doubles vitrages, on est capable de faire des dépôts de verre dans de l'eau, et on est capable de mélanger le verre avec d'autres matériaux qui n'étaient pas envisageables à 1500 degrés, où vous cramez tout. Vous pouvez faire des dépôts de verre sur du lin, sur du chanvre, et vous imaginez la gamme de matériaux très différents
que vous pouvez imaginer. Ce n'est que le début, mais si on donne une chance à ces directions-là, vous avez quand même une transformation radicale de nos modes de production qui peuvent vraiment ouvrir des nouvelles voies, où on passe de la civilisation du feu, haute pression, haute température, solvant toxique, à l'eau, pression ambiante et température ambiante, ou modérée tout au moins. Et où en plus les déchets deviennent des ressources pour d'autres. Et puis il y a une troisième direction qui est s'inspirer des stratégies qui semblent émerger de 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs. Pas mal comme R&D quand même. Alors, sur les objectifs de soutenabilité, on peut apprendre quelque chose. Et là, on a développé un outil qui est en cours de finalisation, qu'on utilise dans plusieurs contextes, qui est plutôt orienté stratégie des organisations. Stratégie inspirée du vivant pour des organisations souhaitables. Et je vais vous en donner quelques exemples. On n'aura pas le temps de tout traiter en une demi-heure. Alors, vous avez par exemple déjà peut-être l'idée d'observer un écosystème comme une forêt. Il y en a de très très belles autour de Besançon. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai la chance d'être bisontin depuis 2 ans et demi. Je suis entre Paris et toute la France d'ailleurs et Besançon, 1 semaine sur 2 à Besançon. J'adore cette région, il y a des forêts magnifiques et c'est extrêmement intéressant de voir comment fonctionne un écosystème forestier. Parce qu'il n'y a pas de boss, a priori, qui décide du printemps, comme dit Janine Binius, une américaine. Et donc, ce sont des processus de création de valeur distribués. Pareil pour un récif de corail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le vivant, une meute de loups, une troupe de chimpanzés ou de babouins, il y a de la hiérarchie, mais c'est extrêmement intéressant, surtout quand on veut faire écosystème, de comprendre comment les écosystèmes créent de la valeur partagée. Mais quand on est dans une société qui essaye de passer de ça à ça, il y a peut-être des étapes où l'hybridation est intéressante. Et en fonction du contexte, eh bien, on peut expérimenter plus ou moins des types d'organisations différents. En tout cas, on creuse ces questions-là et on expérimente certaines choses. Mais quand on regarde quand même tous les systèmes vivants ou êtres vivants, il y a quand même des fondamentaux qu'on a essayé de résumer sous de grands principes qui peuvent être source d'inspiration. Déjà, pour dire que quelque chose est vivant, il faut exister. Donc ça peut poser la question de la membrane. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, dans cette CEC, par exemple, n'importe qui ne peut pas venir et s'installer. Donc il y a même, au niveau organisationnel, une membrane symbolique qui peut être créée. Mais bien sûr, votre corps est un exemple aussi de membrane. Ça ne veut pas dire étanche, par contre. Mais une forêt, à un moment donné, même s'il y a une transition, on dit qu'on passe de la forêt de Fontainebleau ou de n'importe quelle forêt qui vous plaît près de chez vous à quelque chose d'autre. Donc là aussi, il y a quand même une transition, mais il y a une membrane. Donc il y a toujours un dedans et un dehors. Et est-ce que c'est bien défini? Est-ce qu'on est clair par rapport à ça? C'est également important de répéter que ce n'est pas des systèmes fermés, sinon il n'y a pas de vie. Donc il doit y avoir des choses qui peuvent rentrer. Il y a un système immunitaire pour se défendre, mais il doit y avoir des flux de matière, d'énergie et d'informations qui nous traversent. Donc être clos organisationnellement, mais ouvert structurellement, jusqu'à un certain point. Il y aurait des tas de choses à dire sur chacun de ces principes, je préfère vous en présenter quelques-uns, et après on verra pendant les questions comment ça peut résonner. Et puis, le vivant, encore une fois votre corps par exemple, c'est pas un moule où on décide de tout et tout est fait en une seule fois. La complexité s'organise du plus petit au plus complexe. Par exemple, cellule par cellule, vos cellules collaborent pour créer des tissus, qui créent des organes, qui créent des systèmes d'organes, et vous voyez bien une organisation en poupée russe qui émerge du bas vers le haut. Et ça peut être intéressant de poser la question, comment peut-on favoriser, dans les dynamiques territoriales des CEC, des organisations qui créent de la complexité dans la direction de la régénération, mais à partir de petites unités qui construisent cette complexité-là, comme le vivant le fait. C'est pareil avec un récif de corail, où les polypes, ces petits animaux qui contiennent en eux des végétaux grâce à la symbiose, créent des structures extraordinairement complexes et régénératives et fixatrices de carbone, extrêmement accueillantes pour le vivant, qu'on appelle un récif de corail. Vous avez aussi, une fois que vous existez, la nécessité de grandir. Vous avez été bébé et maintenant vous êtes un être adulte. Et la forêt, c'est pareil. À un moment donné, elle doit pousser et elle atteint un état de stabilité. Et ça, ce principe-là, c'est intéressant parce que ça casse un petit peu cette idée de croissance, décroissance, à quel moment je crois, à quel moment j'arrête de croître. C'est pas l'un ou l'autre, ça dépend du contexte. Évidemment qu'après une catastrophe comme ce qui vient de se passer en Libye ou au Maroc, il faut reconstruire, et il faut consommer de la matière, il faut consommer de l'énergie. Mais est-ce une finalité pour toutes les sociétés humaines que de, en permanence, augmenter la consommation de matière et d'énergie? Et augmenter les déchets, augmenter l'entropie, pour ceux qui connaissent un petit peu la physique? Non, à un moment donné, cela se stabilise. Et on est plutôt dans le maintien, la réparation, l'information qui prend le dessus. Donc grandir et s'équilibrer,
À quel moment aussi je peux comprendre que finalement, l'économie du vivant est une économie de cycle, et il y a toujours, quasiment toujours, la matière et l'énergie qui est bouclée. Les cycles de l'azote, les cycles du phosphore, les cycles du carbone, le cycle de l'eau, etc., etc. Cycle sur cycle. Et je vous l'ai dit, tout déchet est une ressource. Quasiment tous les déchets, il y a quelques exceptions, dont le carbone, qui est une magnifique ressource pour le vivant, mais qui, au cours des millions et des millions d'années, a eu une proportion importante qui a été extraite du cycle par le vivant pour être enfermé dans le stock, la lithosphère, via la photosynthèse du passé et via les activités biologiques du passé. Ça a donné les charbons, les pétroles, et également les falaises d'Étretat ou de Douvres avec du calcaire, qui est finalement de la biominéralisation d'organismes qui ont fait leur coquille grâce au calcaire dissous dans les au carbone dissous dans les océans. Et c'est des gigas et des gigatonnes de carbone qui ont été extraits du cycle. Et que fait l'humain? Au moins avec les charbons et le pétrole, il le remet dans le cycle. Il y a également donc cette économie fixatrice de carbone qui pourrait être une source d'inspiration. Parfois, je dis de manière un peu provocatrice, non, il faut recarboner l'économie, mais comme le vivant. Le carbone est une ressource extraordinaire. C'est ça qui constitue toute la matière organique. Nous en avons fait un problème, nous, humains, par les excès d'émissions de carbone. Mais en quoi vos matériaux peuvent être fixateurs de carbone? Évidemment, le bois l'est, mais il y a également des travaux qui se font sur des nouvelles formes de béton en collaborant avec des bactéries qui sont capables de prendre au contact de l'eau du carbone atmosphérique et de le transformer en pierre pour faire des structures pour des bâtiments qui sont carbone positives. Donc ce n'est pas une fatalité, on peut aussi creuser ces directions-là, être dans une économie fixatrice de carbone, directement ou indirectement. Et puis, il y a la nécessité également de s'informer. Un système vivant a besoin de se nourrir d'informations pour s'adapter, pour évoluer. Et ce n'est pas l'obésité informationnelle dont je parle, qui est un petit peu une marque de notre époque. C'est une fois que vous êtes clair sur votre raison d'être, une fourmi qui va traverser cette pièce, elle ne va pas capter la même information que vous, n'est-ce pas? Elle sait ce qu'elle cherche. Et donc elle a un système informationnel qui va renforcer les signaux qui l'intéressent. Si vous êtes clair sur votre raison d'être générative, sur votre phrase générative, eh bien vous avez aussi la capacité de mieux designer les informations clés qui pourront vous dire « attention, là, je suis à côté » ou au contraire « là, je suis pile dans la direction et je suis agile, je suis capable d'adapter mon chemin, mais je sais ce que je suis en train de chercher dans la complexité. » Sinon, je me perds dans cette complexité, si je veux tout capter. Donc s'informer, très intéressant, en optimisant par l'information, étude de l'université de Bath, comparer matière, énergie et information, donc en vert c'est l'information, énergie en rouge et en bleu la matière, dans les systèmes technologiques humains à la fin des années 90, elle date un petit peu cette étude, et dans les systèmes vivants. Optimisation de la matière et de l'énergie grâce à un design intelligent de l'information, des boucles de feedback qui vous expliquent que là, ça a été bien, ou là, au contraire, vous avez été trop dépensier. Alors on pourrait se dire la quantité d'informations depuis les années 90 a augmenté dans le système humain. Sauf que contrairement au vivant, c'est basé sur des terres rares, sur des ressources extraites de la croûte terrestre, sur une empreinte carbone très importante, donc les proportions en fait n'ont pas vraiment changé. Et puis interagir. On voit que le thème de la session 3, c'est aussi l'interaction. Quel type d'interaction dans ces réseaux complexes? Certaines sont des interactions où finalement je vais être dans la compétition. C'est bon pour moi, mais ça ne va pas être bon pour toi. D'autres interactions, on est dans la coexistence. On ne va pas trop se gêner, par exemple un cerf dans une forêt par rapport à un blaireau. Ils ont des liens indirects, mais directement, ils ne se gênent pas trop. Et puis il y a des interactions qui sont négatives. Tous les deux, on va dépenser de l'énergie dans l'interaction. Ça peut nous stimuler, nous faire bouger, mais quand même, énergétiquement, c'est dépensier. Et bien c'est la compétition, figurez-vous. La compétition existe dans le vivant, c'est un stimulant, mais on ne reste pas là. Si on reste dans la compétition, c'est trop coûteux. Soit on change de niche, le renard polaire ne va pas utiliser exactement la même niche que le renard roux, ou bien alors on trouve un autre compromis. Et puis, il y a la relation mutuellement bénéfique, plus. Alors là, effectivement, c'est ce qu'on appelle la symbiose mutualiste. Et là, on pourrait se dire, c'est vraiment la relation la plus forte, la plus géniale, etc., qui existe dans le vivant. Ça dépend du contexte. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a des études qui montrent qu'en période de rareté de ressources, c'est la stratégie la plus payante d'un point de vue de l'adaptation à un environnement sous contrainte.
On pourrait croire que moins il y en a, plus il faut être compétitif. Eh bien, il y a plein d'études qui montrent le contraire. Vous prenez des amibes, je sais, c'est pas très, inspirant comme animal, l'amibe, mais l'étude est intéressante. Vous les mettez dans une boîte de pétri riche en ressources, elles sont en compétition les unes vis-à-vis des autres. Dès que les ressources s'appauvrissent, elles font des colonies collaboratives. Il y a des tas d'exemples comme ça chez les chauves-souris vampires, etc., où la survie du groupe est augmentée grâce au processus collaboratif, avant même que l'éthique rentre en compte. Donc c'est intéressant quand même de fortifier ce signal. Et puis, constituer un tout généreux en service. Effectivement, il peut y avoir des compétitions, des prédations, du parasitisme, mais un écosystème comme une forêt, mais un écosystème comme une prairie, mais un écosystème comme un récif de corail s'explique avant tout par des communs partagés. Le sol fertile, l'eau, et puis la fixation de carbone, les cycles des éléments nutritifs, ce que l'on appelle, d'un point de vue des utilités pour l'humain, les services écosystémiques. Il y a plusieurs types de services, services d'approvisionnement, ce que je prélève, le bois, les substances médicinales, l'alimentation, les services de régulation, la forêt qui pousse sur un bassin versant comme le bassin versant du Doubs, eh bien vous avez évidemment de la fixation de carbone, mais aussi la régulation des précipitations. Vous coupez à blanc, vous avez des coulées de boue qui risquent de dévaler en fond de vallée. Et puis un marais va auto-épurer l'eau. Vous avez aussi les services culturels. Vous avez envie de vous balader avec votre famille dans un bel écosystème ou un site sacré pour un peuple. Et les services d'appui, l'oxygène que vous respirez, impossible sans la photosynthèse, merci les algues et les plantes, et les grands cycles des éléments nutritifs dans le sol par exemple. Et puis il faut se protéger évidemment. C'est quoi votre système immunitaire? C'est quoi votre système de défense contre des choses qui peuvent vraiment vous mettre en danger? Il faut également s'adapter et évoluer parce que dans un environnement aussi changeant, paradoxalement à cause des actions aussi des humains, avec le dérèglement climatique, il va falloir effectivement évoluer et s'adapter. Et pour ça, pour pouvoir évoluer et s'adapter, eh bien la diversité est très importante. Si vous détruisez la diversité, vous détruisez le filet de sécurité qui permet de s'adapter. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si je prends une variété de blé extrêmement productive et que je la plante sur tout mon champ, super, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose qui est positif économiquement, puisque cette variété de blé me rend beaucoup plus de quintaux à l'hectare que la variété précédente. Mais si l'environnement change, s'il y a moins d'eau, s'il fait plus chaud, et que cette variété n'est pas adaptée, c'est tout mon système qui s'effondre. Si je mets de la diversité, eh bien il peut y avoir une maladie qui s'installe, mais elle ne va pas se propager partout, parce qu'il y aura des résistances plus ou moins grandes en fonction des variétés. Il y a des variétés qui seront plus sensibles au manque d'eau, d'autres moins, et finalement, globalement, je vais avoir peut-être moins de production de temps en temps maximale, mais je vais avoir une fenêtre qui va me garantir une bonne production, mais aussi une bonne plasticité en cas de changement. Mais c'est ce que nous apprend les écosystèmes. Et le rôle de la diversité est très important là-dedans. Diversité fonctionnelle, y compris au sein d'une entreprise, mais aussi diversité de réponse. Peut-être que je suis décomposeur de la matière organique, on est tous décomposeurs de la matière organique, mais le fait que le ver ne le fait pas exactement comme le champignon, eh ben, ça veut dire que si demain il y a un virus qui touche les vers, la fonction est quand même remplie. Donc diversité fonctionnelle, diversité de réponse, les deux expliquent la résilience des systèmes vivants. Et puis il faut transmettre à la génération suivante, ne serait-ce qu'à travers nos gènes, transmettre par l'éducation, par la formation, par des ateliers où on va transmettre des connaissances clés. Et finalement, il faut accepter aussi de disparaître. Et oui, la mort, c'est aussi connecté à la vie. Quels espaces j'ouvre? Quels éléments je redonne? Est-ce que j'ai prévu le moment où mon initiative, mon projet, mon organisation va disparaître? Est-ce que j'ai planifié cela? Et c'est une invitation à réfléchir à la vie. Memento mori, c'était une des grandes phrases des philosophes antiques. Ce n'est pas une invitation à être morbide, mais au contraire à être encore plus vivant. Et je voudrais finir avec un projet qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez rencontré mon ami Olivier Massico, je pense, si c'était dans une session précédente. C'est comment on peut appliquer cette pensée vision écosystémique à l'échelle des transitions territoriales. Comment on peut réinterroger finalement notre façon de créer de la valeur en essayant de viser quelque chose qu'avec d'autres acteurs, dont Isabelle Delannoy et d'autres amis au sein de Territory Lab, on a appelé le symbiocène, très influencé aussi par un philosophe paysan avec qui nous échangeons régulièrement sur ces questions-là. Comment aller dans cette direction-là? Eh bien, ça demande évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, des coopérations, ça demande de prendre en compte la diversité, ça demande de prendre en compte la possibilité de s'inspirer du non-humain pour résoudre ces enjeux-là, et ça demande une pensée systémique
avec peut-être une vision du territoire un peu différente parfois de la vision purement administrative, où le bassin versant va peut-être être plus important que la ligne administrative, particulièrement entre deux systèmes frontaliers, par exemple. D'un côté, vous avez un écosystème, de l'autre côté, c'est le même. Mais la frontière crée l'illusion d'une séparation. Si vous avez une gestion complètement différente d'un côté que de l'autre, vous avez peu de chances d'arriver à maintenir la résilience ou la régénération de cet écosystème. C'est très sensé sur le sensible. Il n'y a pas que le cerveau, il y a tous nos sens qui participent de notre dimension humaine. Et il faut aussi jouer avec le corps, il faut jouer avec le cœur et avec tous nos sens. La question du sensible est très importante. Et puis bien sûr la question des limites. Comme le dit un philosophe comme Bruno Latour, ce qu'on est en train de vivre, c'est un choc monumental pour les cultures occidentales. C'est peut-être quelque chose qui a émergé à la Renaissance, qui est en train de se boucler d'une certaine façon. Qu'est-ce qui a émergé à la Renaissance? C'est l'importance de l'individu. Ça n'existait pas trop avant. C'était le groupe, c'était plutôt la nation qui commençait à apparaître à ces époques-là. Et à partir du moment où la notion d'individu est apparue, l'émancipation de l'individu, la possibilité de déployer le potentiel sans limite de l'individu est venue perfuser toutes nos cultures. Et là, on se cogne le nez sur les limites. Il faut accepter de trouver le moyen de garder les avantages de cette exploration de l'émancipation individuelle, mais de réinscrire tout ça au sein de limites planétaires. Et c'est pas rien, c'est pas rien d'arriver à faire ce changement. Alors on a appliqué au sein de l'approche territoriale ces principes inspirés du vivant sur les stratégies de développement de projets, les stratégies d'organisation de projets, les stratégies de résilience, les stratégies d'utilisation des ressources. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certains de ces principes que je vous ai partagés tout à l'heure peuvent servir de boussole ou bien de façon de construire un projet, un nouveau projet, ou de faire une sorte de diagnostic, et on expérimente ça sur plusieurs territoires, dont par exemple un territoire dans les Hauts-de-France, où on voit bien ici, malgré le problème de couleur, les bassins versants, en fait, et un territoire belge, ou un territoire au contraire français, et vous voyez bien la nécessité de réfléchir selon une approche biorégionale, qui est en même temps ce que les écosystèmes expriment sur un territoire, et aussi un récit culturel partagé. Voilà, ça c'est la notion de matrice essentielle, air, sol, climat, bassin versant, matrice sociale, et le récit que l'on peut bâtir autour d'une approche sensible et également écosystémique de nos territoires pour arriver à définir des approches plus en phase avec ce qu'on est en train de discuter durant cette session 3. Je m'arrêterai là, il reste quelques minutes, peut-être de conclusion, avant qu'on ouvre les échanges avec la salle, simplement pour vous remercier d'être là. Pour vous remercier d'être là avec toutes les richesses de vos territoires, vos sensibilités par rapport à des territoires peut-être qui vous sont chers au cœur. Et j'aimerais peut-être finir avant qu'on ouvre l'espace de questions-réponses en disant que non seulement les générations actuelles comptent sur vous, mais que vous avez la possibilité d'être ces fameux bons ancêtres qui ont fait de leur mieux. C'est une partie d'échec difficile. Faire échec à la non-durabilité, faire échec à l'exploitation du vivant, demande aussi de reconsidérer de manière assez profonde la façon dont on se relie au non-humain. Tant qu'on le voit comme une ressource à exploiter, on sera dans la pensée extractiviste, utilitariste, mécanistique. Et il faudra bien trouver, quel que soit votre chemin, qu'il soit spirituel ou poétique, une façon de retrouver avec le non-humain un lien qui soit sain, un lien qui soit dans l'approche de la santé commune. Santé individuelle, santé sociétale, santé écosystémique. Merci, et je serai ravi de répondre à vos questions.